Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, donc aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du livre Le Horla de Guy de Maupassant. C'est un livre écrit et publié en 1887. Euh, Ce récit est une nouvelle qui veut dire que c'est un récit très court. Et c'est bien sûr, c'est du fantastique et bien sûr pas vrai parce qu'il y a des choses très bizarres qui se passent dans ce livre. C'est, cette nouvelle, je dois la lire pour le CNED, pour la quatrième, c'est dans la deuxième unité, donc je me suis dit que je pourrais vous aider en vous expliquant la vie de cet auteur et pourquoi il a écrit ce livre. Et en fait, vous expliquer ce que ce livre signifie vraiment. Donc, commençons. Commençons par la vie de l'auteur. Voici Guy de Maupassant, un écrivain français du 19e siècle, né en 1850 et mort en 1893. À gauche, vous pouvez voir son portrait et juste à côté, une photo du livre. Oui. Donc, Maupassant est considéré comme l'un des plus grands maîtres de la nouvelle. En une dizaine d'années seulement, il a écrit une œuvre immense avec des romans réalistes et près de 300 contes et nouvelles. Il excelle aussi dans le récit fantastique, où il explore le peur, le doute et la folie. C'est ce qu'il explore aussi dans sa nouvelle Le Horla. Il était né en Normandie en 1850, formé par Gustave Flaubert et était célèbre pour la nouvelle et le fantastique. Donc, arrêtons-nous sur sa vie, car elle éclaire beaucoup sur le Horla. Guy de Maupassant, comme je vous ai dit déjà, né en 1850 en Normandie, près de Dieppe. Ses parents se séparent quand il est enfant et il grandit avec sa mère, à Hétéra, au bord de la mer. Il adore les falaises, la plage et la campagne normande, des décors qu'on voit très souvent dans tous ses livres. Il étudie d'abord dans une pension à Yvetot qu'il n'aime pas beaucoup, puis au lycée de Rouen. Et puis, en 1870, la guerre contre la Prusse éclate et le marque profondément. C'est à cette époque qu'intervient Gustave Flaubert, l'ami de sa mère, et il devint son maître. En 1880, 10 ans après la guerre contre la Prusse, euh, Guy de Maupassant écrit son livre Boule de Suif, qui le rendu célèbre. C'était un succès immédiat. Il quitta alors le ministère et devient journaliste et se mit à publier sans relâche. Mais très jeune, il souffra d'une grave maladie qui atteint peu à peu son cerveau. Il a des migraines, des hallucinations et surtout la peur de devenir fou. Cette angoisse très personnelle nourrit directement sur le Horla. Sa santé se dégrade et il meurt en 1893, à seulement 42 ans. Voici maintenant quelques faits qui aident à mieux connaître Maupassant. Premièrement, il était élève de Flaubert. Le grand romancier ami de sa mère l'a formé avec exigence. Il lui avait dit: observe, puis écris. Deuxièmement, un détail plus macabre. Le poète anglais Swinburne, qui l'avait un jour aidé à sortir de l'eau, lui a offert une main décorchée, c'est-à-dire une vraie main, sans peau. Cet objet très étrange a inspiré son tout premier conte fantastique en 1896. Pardon, en 1875, ouais. Troisièmement, Maupassant était passionné de canotage. Il adorait ramer sur la Seine et fréquenter les guinguenettes au bord de l'eau, un décor que l'on retrouve précisément dans le Horla. Enfin, en une dizaine d'années, il créa une œuvre énorme. Il écrit plus de 300 récits. Il puisa dans sa peur et ses propres angoisses, pour la plupart d'eux. Voyons à présent l'époque de Maupassant, à la fin du XIXe siècle. Trois éléments comptent pour comprendre le Horla. D'abord, la Troisième République. Un régime jeune et fragile, né en 1870, après la Commune de 1871, la République s'installe. Liberté de la presse et loi Ferry. École gratuite, obligatoire et laïque. Ensuite, les sciences. C'est une grande période de grandes découvertes, comme l'électricité, le téléphone ou le vaccin de Louis Pasteur. Le docteur Charcot, lui, étudie l'hystérie et l'hypnose à l'hôpital de
Salpêtrière, ou désolé, je peux pas lire ça. Et Maupassant a même assisté à ces démonstrations. Ces expériences brouillent la frontière entre la raison et la folie. On parle même de l'hypnose dans son livre Le Horla. Enfin, sur le plan artistique, la mode est un récit fantastique, avec des auteurs comme Poe, Hoffmann ou Gautier. Et Maupassant est aussi le contemporain des peintres, impressionnistes, comme Monet, attentif à la lumière et à l'instant qui passe. Toutes ces atmosphères se retrouvent dans la nouvelle. Mais parlons maintenant de ses œuvres et de son importance. À gauche, vous pouvez voir ses livres les plus connus. Boule de Suif en 1880, une nouvelle sur la guerre de 1870. Puis, les romans Une vie, Belle amie et Pierre et Jean. Et bien sûr, sans oublier Le Horla en 1887. Sans oublier nombreux recueils de... Ah oui, pardon. Oui, mais pourquoi Maupassant compte-t-il autant dans la littérature française? D'abord, c'est parce qu'il est le maître de la nouvelle. Il sait raconter une histoire courte, claire et efficace, avec très souvent une fin qui surprend le lecteur. Ensuite, parce qu'il peint avec réalisme la société de son temps. Les paysans normands, les petits employés, la bourgeoisie, la vie à Paris. On apprend beaucoup sur le 19e siècle en le lisant. Il invente aussi un fantastique nouveau, plus moderne. La peur ne vient plus des fantômes ou des châteaux hantés, mais de l'intérieur du personnage, de son esprit et de sa propre folie. Enfin, son style hérité de Flaubert est précis et limpide. Aujourd'hui encore, ses récits sont traduits dans le monde entier, adaptés au cinéma et étudiés en classe, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais enfin, passons maintenant à la véritable histoire. Le Horla se présente comme un journal intime d'un homme écrit du 8 mai au 10 septembre. Ce narrateur vit complètement seul avec ses domestiques dans une belle maison au bord de la Seine en Normandie. Au début, tout va très bien. Il se sent heureux et paisible. Mais un matin, il salue un grand trauma brésilien qui remonte le fleuve. Peu après, tout bascule. Il tombe malade, la fièvre, des cauchemars, de l'angoisse sans cause. Pour comprendre ce mal invisible, il tient un journal. L'histoire devient ensuite de plus en plus troublante. Le narrateur remarque des phénomènes qu'il ne peut pas expliquer. La nuit, sa carafe d'eau disparaît sans explication. L'eau de sa carafe disparaît sans explication, désolé. En plein jour, une rose se cueille toute seule sous ses yeux. Les pages d'un livre se devant sans personne. Devant son miroir, un soir, il ne peut plus voir son reflet. Une présence invisible se tient entre lui et la glace. Il donne un nom à cette créature, le Horla. Il est persuadé qu'elle veut prendre sa place et le dominer. Mais on se retrouve au dénouement, c'est-à-dire à la fin de l'histoire. Le narrateur veut bien évidemment se débarrasser du Horla. Il croit réussir à l'enfermer dans sa chambre et, pour le tuer, il met feu à sa propre maison. Mais trop tard, il se souvient de ses domestiques restés à l'intérieur. Mais surtout, une pensée terrible le glace. Et si le Horla, lui, était immortel, il n'avait pas brûlé? La toute dernière phrase du journal laisse une question effrayante pour se délivrer vraiment du Horla. Il ne lui restait plus qu'à se tuer lui-même. Pourquoi lire cette nouvelle? Parce que le suspense monte page après page, parce que l'atmosphère devient de plus en plus angoissante, et parce que cette fin en ouverture continue de hanter le lecteur, très longtemps après. Nous voici arrivés au grand thème de l'œuvre. Le Horla repose sur trois grands thèmes principaux. Tout d'abord, la peur au quotidien. La peur est née de presque rien. Un peu d'eau disparue, une rose cueillie, un reflet absent.
Mais ce qui fait le plus peur, c'est ce qu'on ne voit pas. Il n'y a ni de château, ni de ruines, ni de fantômes. Il n'y a ni de sorcières, ni de vampires, ni de monstres. L'angoisse surgit dans une maison normande ordinaire, en pleine vie, de tous les jours. Mais le corps réagit. On sent vraiment comme si nous étions hantés par cette créature. Tremblements, cœur qui s'emballe, cauchemar, ou une force l'étouffe. Tenu jour après jour, le journal fait monter la tension sur 4 mois, de l'inquiétude à l'épouvante. Deuxième grand thème, le fantastique et le doute. Raison et folie. Le fantastique, c'est pas seulement une histoire de créature, c'est surtout une hésitation. Le lecteur, exactement comme le narrateur, ne sait pas s'il faut croire à une explication logique. Le narrateur serait simplement malade et sombrerait dans la folie, ou à une explication surnaturelle. Un véritable être invisible existerait. Bon, moi, j'ai cru qu'il y avait un véritable être invisible qui existait, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, continuons. Le récit commence une histoire réaliste et totalement crédible, un vrai journal ancré dans un lieu précis, ce qui rend l'étrange encore plus troublant. Continuons avec le troisième thème, le hors-là, double du narrateur. Le troisième et dernier thème signifie que le hors-là, il ressemble étrangement au narrateur. Ils ont les mêmes goûts, ils aiment les roses, ils font les mêmes gestes, comme s'il avait été créé à son image. Son nom dit l'étrangeté. Hors plus là, ce qui est à la fois dehors et ici. Celui qui est à la fois dehors et ici, hors de lui et en lui. C'est pourquoi on ne peut lire la nouvelle on peut lire la nouvelle d'une autre manière. Le hors-là serait pas un vrai monstre, mais naîtrait de l'esprit malade du narrateur. Le récit deviendrait alors le journal d'un fou. Le narrateur dit parfois non, il se trompe dans les dates, il fait des gestes qu'il ne comprend pas. La grande question est là. Le prédateur et sa proie ne font qu'un. Détruire le hors-là, n'est-ce pas se détruire soi-même? C'est toute la force et toute l'angoisse de cette nouvelle. Maupassant nous laisse face à une énigme, sans jamais nous rassurer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Pour résumer en une phrase, le hors-là, c'est le journal d'un homme rongé par une peur invisible. Une nouvelle où l'on ne sait jamais s'il faut croire à une créature venue d'ailleurs ou à la folie du narrateur. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai aidé pour votre lecture du CNED et à très bientôt mes amis. Je vous aime beaucoup. Merci. Au revoir.